Bonjour à tous qui arrivez. On va bientôt démarrer. Merci à Marion et à Lucille d'être avec nous aujourd'hui, de l'équipe de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. J'ai hâte de vous présenter notre invité aujourd'hui. J'attends encore allez, 2 petites minutes avant de commencer, que tout le monde soit là. On démarre bien à l'heure. Merci aussi à Aurélia d'être avec nous. Et à Géraldine. Alors, vous venez de plusieurs régions. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et on va démarrer dans quelques secondes. Alors, c'est une session qui est enregistrée, que vous pourrez retrouver. Bonjour à tous, un grand bonjour au pro de la petite enfance et bienvenue aussi aux parents qui nous rejoignent pour notre 4e live consacré aux transmissions entre parents et professionnels de la petite enfance. Merci d'être avec nous, ça fait chaud au cœur en ces temps difficiles. Les équipes des micro-crèches et les assistants maternels travaillent. Alors nous les remercions 2 fois plus d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter notre invité du jour. Et je remercie également Marion et Lucille qui nous accompagnent pour passer un bon moment ensemble. Docteur Josette Serre, tu es ingénieur de recherche au CNRS. Tu consacres depuis longtemps beaucoup d'énergie positive dans la petite enfance auprès des professionnels sur le terrain. Tu es formatrice petite enfance et tu es auteur de plusieurs ouvrages très utiles pour tous les professionnels et pour notre quotidien auprès des enfants. Un des derniers, c'est les expérimenter chez Chronique Sociale. Et ce sont des informations et des connaissances très, très utiles pour notre quotidien auprès des enfants. Donc, je situe le cadre de notre échange pendant 1 heure. Le titre, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, ce sont les transmissions parents professionnels parents à l'épreuve du Covid, avec des facteurs de risque complémentaires, comme si on en manquait. On échange dans un format évidemment non jugeant, avec le respect de la parole et la place de chacun. Josette, tu auras la parole à peu près 5 minutes juste après ces éléments pour relier le sujet à l'actualité. Nous vous passerons une petite vidéo que nous avons co-réalisée avec Josette et Valéria pour entrer dans le vif du sujet. Vous observerez des situations de jeu libre dans une crèche et ça viendra étayer nos propos. Nous échangerons également sur les prérequis d'une transmission de qualité entre parents et professionnels, entre figure d'attachement principale et figure d'attachement secondaire. Et je poserai 12 questions à Josette Serre que nous avons préparées ensemble. Vous pouvez d'ores et déjà préparer vos questions, nous les adresser dans le chat, car je les poserai également au docteur Josette Serre par la suite. Nous terminerons nos échanges par un sondage en ligne et un partage de sites ressources. Voilà, Josette, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment très, très sympathique, de vous retrouver tous, même si je ne vous vois pas. Mais, surtout de parler un petit peu de ce qui nous préoccupe depuis l'arrivée de ce vilain virus et ça nous fait réfléchir sur des situations qu'on a l'habitude de côtoyer sans des fois même se rendre compte de leur importance et c'est vrai que le sujet des transmissions est quelque chose de très important qui d'habitude dans les crèches se fait, d'une façon
sans qu'on réfléchisse trop à ce qu'on a mis derrière, parce que c'est normal le matin de demander aux parents un petit peu ce qui s'est passé depuis la veille au soir. C'est normal le soir de dire aux parents ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, où on va se retrouver des fois dans des situations un petit peu plus complexes, qu'est-ce qu'on va transmettre à partir du moment où on n'est pas bien installé, parce qu'on n'a pas laissé les parents rentrer dans la salle de vie, donc on est sur un petit coin de comptoir dans le couloir. À partir du moment où il y a la queue et donc les parents, ils n'ont pas beaucoup de temps pour attendre et on va aller au plus pressé. C'est quoi le plus pressé? Qu'est-ce qui nous paraîtrait dans tout ce qu'a fait un enfant toute la journée d'être juste pris sur un élément, pourquoi celui-là, pas un autre? Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que ce moment-là de transmission, c'est un moment très, très important et il va falloir qu'on garde toujours la qualité qu'on avait même quand on n'était pas avec la Covid et qu'on se dise que justement, quand on retrouvera enfin une vie normale, on remettra peut-être dans ces transmissions plus d'importance que on y mettait avant. C'est une discussion que j'ai souvent avec les équipes et dans le mot transmission, il y a évidemment le verbe transmettre, on transmet quelque chose, mais c'est surtout un lien qui va se créer. C'est-à-dire que dès l'acceptation de l'enfant en crèche, on a créé un lien qui était justement un lien qui n'existait pas. L'enfant avait un lien d'attachement avec ses parents, mais il n'avait pas de lien d'attachement avec l'auxiliaire avec laquelle il sera. Donc, on va le créer, ce lien. Ce lien va se créer pendant l'adaptation. Mais ensuite, il sera réactivé à chaque séquence où il y aura justement une séparation. Et cette séparation qui est réelle n'est pas une séparation pour l'enfant, c'est un transfert d'attachement. L'enfant ne sera jamais séparé. Il va changer le lien qui était avec son parent va passer sur l'auxiliaire et réciproquement. Donc lui, il n'est jamais détaché. Il n'est jamais séparé. Il est toujours en lien avec quelque chose. Et c'est lors des transmissions que, comme un peu ce fil rouge qu'on peut garder pour connaître un peu sa direction, va être réactivé à chaque fois pour qu'on sente bien que on fait équipe autour de cet enfant. On va évidemment se raconter des choses à son sujet, mais c'est surtout pour à chaque fois se rassurer entre adultes que on est vraiment bien concerné par le même enfant et rassurer l'enfant que ces 2 adultes qui sont là sont vraiment en très, très bonne longueur d'onde chacun pour pouvoir, échanger à son sujet. Et donc vraiment pour moi, c'est ça qui est important, c'est de se rappeler que ces moments de transmission, ne doivent pas être, je dirais, abrégés ou négligés. Ils doivent vraiment toujours correspondre à ce qui va être essentiel pour l'enfant. L'enfant comprenne que ces adultes-là sont à son service en quelque sorte, mais pour son bien et pour pouvoir assurer la continuité de ses besoins. Merci Josette. Nous sommes de plus en plus nombreux autour de toi et Cora nous dit qu'elle aime beaucoup l'idée de transmission, de passage d'une référence à l'autre. Et Mmh. on va étayer tout ça dans la perspective d'inventer la vie de demain, n'est-ce pas, Josette? Oui. Donc, je te pose une première question, si ça te va bien. Oui. Alors, allons-y. Les transmissions, Josette, elles servent à quoi exactement? Alors justement, elles servent à fabriquer ce lien. Ce lien, au début, il n'y avait aucune raison qu'il existe, hein, dès la naissance, c'était pas écrit que l'enfant aurait un lien avec, Élodie, l'auxiliaire, de la crèche des petits loups et ça, c'était pas du tout prévu. Mais ça va être vraiment une partie de la vie de l'enfant où, comme tout petit, il va falloir qu'un adulte s'occupe de lui et quand un adulte n'est pas disponible parce que, bon, il est obligé de retourner malheureusement au travail, un autre adulte va prendre, sa place. Donc là, on va créer lors de ces transmissions, un moment absolument idéal pour que l'enfant sache que, il y aura ce transfert entre sa sécurité assurée par papa-maman et maintenant sa sécurité toujours assurée par quelqu'un, cette nouvelle personne qui est là. Et chaque moment de transmission, à l'accueil du matin, à l'accueil du soir, est une réactivation de cet attachement et évidemment, cet attachement va se faire, au fil du temps. C'est-à-dire que pendant l'adaptation, on a
créer cet attachement, mais n'est pas encore évidemment complètement solide. Mais pour un enfant qui aura, j'imagine, la chance d'avoir les 3 années dans la crèche, il peut y avoir un véritable, attachement à une personne en particulier ou à 2 ou 3 autres personnes. C'est vrai qu'on va toujours parler d'attachement, principal ou secondaire. L'attachement principal, c'est toujours celui qui a été, donné à l'enfant dès la naissance par ses parents, soit biologiques, soit adoptifs. Mais l'attachement secondaire sera toutes les autres personnes qui vont venir, agrémenter tout l'univers de l'enfant, en montrant aussi que ce sont des adultes responsables qui peuvent assurer sa sécurité. Mais de toute façon, en tout état de cause, si un enfant avait à choisir entre son parent à figure principale d'attachement ou une figure secondaire d'attachement, évidemment, ça serait vers la figure principale. On le voit d'ailleurs le soir quand, maman et l'auxiliaire sont en train de discuter, l'enfant, s'il a par exemple un petit problème et qu'il est tombé et qu'il s'est cogné, ira de préférence voir sa maman. Alors que toute la journée, il avait demandé à sa référente de s'occuper de lui. Mais ce ne sont pas du tout des situations qui mettent en cause l'attachement au sens affectif du mot, ce n'est pas de l'amour, c'est simplement sur qui je peux compter en cas de problème. Et donc, un tout petit enfant a toujours besoin de savoir qu'il peut compter sur des adultes en cas de problème, tant qu'il ne sera pas capable, lui, de se défendre tout seul. Et ça va demander de nombreuses années. Merci Josette. Ce que je propose, c'est si Marion est prête, de nous passer la vidéo, qu'on puisse avoir ensemble ces images de ces enfants. Et ça pourra étayer nos propos pour les questions suivantes. Les enfants ont un besoin impérieux d'explorer leur environnement et de tester toutes les possibilités des objets avec leur corps. Pour prendre possession du tunnel et préparer son ascension, Inoan rapproche un marchepied. Il va pouvoir tester différents équilibres. Heureusement, Laure n'est jamais loin. En expérimentant les propriétés physiques du toboggan, les enfants améliorent leur façon de se mouvoir et leur capacité d'action. Ils utilisent les pentes et les escaliers que l'on peut descendre ou monter, à l'endroit comme à l'envers, debout, assis ou à quatre pattes, avec un objet dans la main. Mais gare aux embouteillages. Pris par le jeu, les grands ne tiennent pas compte de la présence des plus petits. Oui. Oh, tu fais une caresse. Comme des scientifiques, les enfants testent toutes les possibilités qu'offrent la texture, la taille, la forme ou le poids des objets. Marceline se sert d'abord d'une bassine comme marchepied pour explorer la table. Puis elle se rend compte qu'elle peut aussi la faire glisser. Merwan s'entraîne à remplir et vider et s'amuse à faire du bruit. Soudain, il découvre que sa tête peut aussi rentrer dans la bassine. Liam le suit dans cette expérience. Pour faire de la musique, rien de mieux que de le faire ensemble. Liam tape avec deux brosses et observe le son produit quand on les cogne contre le radiateur. Marceline a trouvé les mêmes objets pour l'imiter. En testant différentes surfaces, elle observe toutes les variétés de bruit qu'elle peut faire. Merwan s'assoit sur Nolan pour attraper la boule et en explorer les propriétés. Soulève, tu sais, c'est pas une chaise, c'est Nolan. Il n'a pas très envie, tu vois, il râle, il te l'exprime. Je comprends un petit peu. Il ne s'était pas aperçu qu'il dérangeait. Quand un objet est creux, il faut le remplir. Marceline est surprise par cette nouvelle idée. Kunzal repousse Liam sans mauvaise intention. Elle veut simplement poursuivre le remplissage du lit. Marceline, gênée par cette invasion, nous implore du regard sans pouvoir gérer la situation directement. Mehdi se joint à l'action. Lui aussi veut remplir le lit. La différence de force pose souvent problème. Marceline essaye de résister, mais elle ne fait pas le poids face aux deux grands. Elle finit par s'en aller. Tout seul, l'enfant ne peut différer ses désirs et interrompre ses explorations. Il lui faudra plusieurs années pour tenir compte des autres.
Merci à Marine de nous avoir rejoints de l'équipe et merci à Olive pour vos commentaires. Josette, que souhaites-tu nous confier à partir de ces situations dans la vidéo que nous avons co-réalisée ensemble? Oui, qui est vraiment formidable parce qu'il y a tout. En peu de temps, ils nous ont tout fait là, les enfants. Et c'est vrai qu'une situation comme celle-là, quand on est professionnel et qu'on est dans la crèche, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on va en dire de cette situation-là? Si j'avais vraiment à décrire aux parents de ces enfants-là le soir ce que j'ai vu, qu'est-ce que je dirais? Je dirais certainement des choses que j'ai interprétées. Parce que moi, avec mon cerveau d'adulte, je vais voir des choses qui sont déjà un petit peu organisées en fonction de ma vie d'adulte et de ma vie sociale. J'y verrais peut-être des choses qui n'existent pas, parce qu'en fin de compte, mon cerveau reconstruira un petit peu tout ça. Donc c'est vrai qu'une situation comme celle-là, s'il n'y a pas forcément le décodeur pour pouvoir comprendre ce que font les enfants. Le piège, c'est de faire des interprétations un peu sauvages de oh là là, il a bousculé l'autre, ah, il n'a pas écouté quand je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il monte à l'envers. Et là, on se dit qu'en effet, avoir quelque chose à dire sur ce que font les enfants demande aussi qu'on ait un peu de connaissances sur pourquoi je dirais, s'extasier devant certaines situations. Dans tout ce qu'on a vu là, il y a des choses absolument extraordinaires qui montrent vraiment la grande intelligence de nos tout petits. La grande intelligence des petits de cet âge-là, c'est d'avoir compris ce qu'était un outil. Un outil, c'est prendre quelque chose qui peut me permettre d'accéder à autre chose alors que je ne peux pas le faire tout seul. Nous sommes les seuls de l'espèce vivante à être capables de faire ça. Les chimpanzés n'y arrivent pas. C'est-à-dire que quand ils prennent un outil, ils ne savent pas l'expliquer aux autres. Ils savent utiliser un outil, mais ils ne savent pas pédagogiquement l'expliquer aux autres. Et là, on voit que ces tout petits font des choses ensemble et tout simplement mettre un marchepied ou un tapis ou n'importe quoi pour pouvoir accéder à quelque chose de plus haut, ça, c'est déjà une grande intelligence. Quelquefois, on a trouvé que c'était assez simple, mais c'était vraiment déjà intéressant. Quand on voit que dans cette crèche, on les laisse absolument explorer comme ils veulent, justement, on voit aussi que certains adultes auraient peut-être mis des barrières à certaines explorations. Les petits qui montent et qui descendent un toboggan dans tous les sens, ce sont des enfants qui sont en train d'explorer les objets. Et là, c'est là où il faut qu'on sache que l'exploration doit se faire d'une certaine façon parce qu'elle est absolument vitale pour l'enfant. L'enfant doit connaître son environnement en essayant de comprendre les objets qui s'y trouvent et toutes les aspects de tout ce qui va se trouver autour de lui, mais en le testant avec son propre corps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est qu'aucun objet que l'enfant va rencontrer dans son environnement ne peut être connu de lui avant qu'il l'ait testé entièrement, soit en le prenant dans les mains si c'est un petit objet, soit en prenant avec son corps si c'est un gros objet. Donc là, on a une petite Marceline qui rentre dans un placard. Pourquoi? Parce qu'elle teste le volume de ce placard. Un petit, je ne sais plus son prénom, qui monte dans un cylindre. Eh bien, parce qu'il a besoin aussi de voir dans ce cylindre qui roule les effets que ça produit sur son oreille interne qui lui fait sentir ce mouvement de roulement. Donc, il connaît le roulement par l'objet lui-même et par ses sensations proprioceptives. Donc, on a évidemment plein d'informations comme celle-là. Et ces petits qui montent et qui descendent le toboggan apprennent la force physique qu'il faut pour monter, pour descendre, avec évidemment la pesanteur rend les choses un petit peu compliquées. Et même un enfant est en train de faire un double test. Il est en train c'est assez rapide, mais fallait le voir. Il est en train d'essayer de descendre le petit escalier avec un camion. Donc c'est aussi, est-ce qu'un camion qui a des roulettes descend un escalier aussi bien que moi qui n'ai pas de roulettes et qui ai mes deux petites jambes pour y aller? Donc voilà, ce sont que des exemples d'exploration que font les petits pour essayer de comprendre ce monde. Et là, par exemple, un adulte qui est là, il pourrait extraire de ces informations-là des choses sur le développement de l'enfant et dire le soir aux parents, voilà, on a vu que l'enfant était en train de tester, par exemple, la pesanteur aujourd'hui parce qu'il a essayé de lancer les objets ou il a testé justement la synchronie des bruits en tapant sur le radiateur avec les petites brosses. C'est ça qu'on pourrait raconter aux parents. Alors que quelquefois, on va dire aux parents: «Il a bien joué». Et là, évidemment, ça sera un petit peu réducteur parce qu'il n'a pas fait que jouer, il a fait bien d'autres choses.
Merci Josette. Je rappelle à tous les professionnels et aux parents qui nous rejoignent, d'abord qu'on est très heureux d'être avec toi et que tu es régulièrement sur le terrain. Euh, Moi aussi, le plus souvent possible. Mais les professionnels, là, je vois dans les commentaires, nous ramènent à encore plus de facteurs de risque. Et je vais en parler à propos du commentaire de Mathilde. Alors Josette, on a besoin de se parler un langage commun pour bien se comprendre autour du développement des enfants qu'on accompagne. Alors, les transmissions, elles se font avec qui? Et Mathilde nous dit, c'est pas toujours la référente qui fait les transmissions des enfants qu'elle a avec elle ce jour-là. Parfois, elle fait les transmissions pour des enfants, des parents, avec des enfants qu'elle n'accompagne pas ce jour-là. Mhm. Donc voilà, ça c'est un petit facteur de risque qu'on connaît tous les jours, avec lequel on travaille et on essaye voilà, de faire avec, hein. Donc on revient à notre question, les transmissions à qui? Alors les transmissions se font pas seulement dans le sens professionnel parent, parent professionnel, mais elles se font aussi de professionnel à professionnel. Parce que ce que tu décris comme situation, c'est très, très classique, surtout avec les grandes amplitudes horaires. Un enfant qui a été, accueilli le matin ne va certainement pas passer toute la journée avec la même personne. Donc, on va avoir de toute façon à remplir ce fameux cahier de transmission existe partout, mais, chacun peut le faire comme il l'entend. Mais justement, c'est l'outil qui est important. Ce qui est de transmission, il sert absolument à consigner tout ce qui est important dans la vie de l'enfant pendant la journée. Avec cette idée que justement, on ne sera peut-être pas celle qui fera la transmission le soir. Donc, il va falloir que le cahier soit bien prévu à cet effet, qu'il y ait des cases suffisamment grandes pour écrire, éviter d'avoir ce que des fois je rencontre, surtout quand on est chez des grands, encore des colonnes où on va marquer ce qu'il a mangé, combien de temps il a dormi, le fait qu'il ait fait telle et telle activité, qu'il a bien joué et puis à la fin, quelque chose qui s'appelle comportement ou des choses assez floues comme ça et puis dont l'espace pour écrire dedans est de l'ordre de à peu près 2 cm². Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'on y trouve? RAS ou TVB, parce que c'est les seuls moyens d'utiliser ce petit espace. Donc, il faut repenser l'outil en se disant que on va remplir ce cahier pour que quelqu'un d'autre, éventuellement, puisse faire des transmissions aux parents le soir en faisant presque croire qu'il était là sur le terrain. Bien sûr, on va pas dire aux parents qu'on était là, mais ils le savent bien aussi. Mais ça va vraiment montrer que dans l'équipe, on a complètement échangé à ce sujet-là et que quand j'ai écrit dans les cases certaines choses, par exemple un peu en style télégraphique, mais dans l'équipe, on sait ce que ça veut dire, eh bien, le soir, on saura comment retransmettre aux parents ce qui était dans ce fameux cahier et qui permet que ce ne soit pas toujours la personne qui a vu l'enfant qui soit toujours la seule capable de dire ce qu'il a fait. Alors ça fait beaucoup travailler les équipes et ça les fait aussi beaucoup travailler à se dire que toute la journée, il faut avoir un œil sur l'enfant parce que c'est leur métier, mais surtout en se disant, par exemple, dans tout ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que je vais garder ce soir à mettre dans le cahier pour pouvoir le dire aux parents? Et donc là, il faut avoir un œil averti en se disant, voilà, dans toutes les activités de l'enfant, il faut que j'ai des choses à raconter le soir qui soient pertinentes. Alors, dans certaines équipes, on s'est obligé même à se dire, il faudrait que j'ai une petite anecdote à raconter aux parents. Parce que c'est vrai que ça fait plus personnalisé. Ça serait l'idéal si on avait pour chaque enfant quelque chose à dire. Mais faut pas se leurrer, on n'a jamais autant de choses à dire sur un enfant que sur un autre. Malheureusement, certains enfants, on aura beaucoup de choses à dire pour des tas de raisons qui sont des fois plutôt négatives parce que bon, il y a eu peut-être il est tombé ou il a été un peu malade et tout, donc on prend du temps avec le parent. Mais pour un enfant, je dirais, qui lui n'a pas manifesté énormément de choses visibles, eh bien, on se contentera de dire certaines choses un peu banales comme, bon, il a bien joué ou il a bien mangé, il a bien dormi. Donc là, il faut s'obliger
toute la journée dans une équipe à avoir un œil sur qu'est-ce que je vais transmettre aux parents le soir, en sachant que les parents ont des attentes. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, je n'ai pas à faire simplement le programme de la journée. À ce compte-là, on pourrait leur donner le programme heure par heure de tout ce que vous avez fait. C'est pas ça que veulent les parents. Et les parents, on les a interviewés. Il y a un sociologue qui s'appelle Pierre Moisset qui a fait un article en interviewant des parents et leur demandant qu'est-ce que vous attendez des transmissions. Eh bien, 50% des parents disent qu'on ne leur répond pas tellement à leurs questions pendant les transmissions. Ce qu'on leur donne comme information, c'est pas ça qui les intéresse le plus. Savoir si l'enfant a bien mangé ses épinards ou s'il a fait une bonne sieste, oui, c'est bien, on est content de le savoir. Mais ils voudraient avoir d'autres choses. Et c'est là où on se rend compte que transmettre aux parents la vie de leur enfant sur la journée, c'est essayer de comprendre les questions, je dirais, cachées, que vous n'avez pas, que le parent ne va pas vous donner comme ça en premier, mais essayer de deviner ce qu'il y a derrière. Lui, il y a des tas de choses et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de parents qui savent un petit peu aussi exprimer les choses. Il y a beaucoup de choses qui interpellent les parents d'enfants en crèche, c'est savoir comment leur enfant se comporte en collectivité. Ça, pour eux, c'est un grand mystère parce qu'ils ne le savent pas. Quand ils ont leur enfant chez eux le soir, il est tout seul. Et là, savoir que pendant toute la journée, l'enfant va être avec plein d'autres enfants, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est avoir quelqu'un qui leur fasse justement un petit compte rendu de comment mon enfant se comporte avec d'autres enfants pendant la journée. Et pour ça, il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être un bon décodeur, savoir, par exemple, tout à l'heure, quand vous aviez dans le film de magnifiques imitations entre Marceline et puis Liam, avec exactement les deux mêmes brosses dans les mêmes mains, et que ça s'appelle de l'imitation. Là, c'est de la communication. Ces deux petits-là étaient vraiment en train de découvrir la communication. Dire ça, par exemple, aux parents de l'un ou de l'autre, on a vu des belles communications. Les enfants commencent déjà à savoir s'exprimer les uns avec les autres avant le langage. Voilà des petites choses qui peuvent être intéressantes à raconter aux parents. Merci Josette. Merci Annie et Anne-Sophie aussi de nous avoir rejoints. Aurélie nous dit il y a des familles qui semblent ne pas porter attention aux informations transmises. C'est justement le sujet de la prochaine question. C'est on transmet quoi? Et tu l'as déjà un peu abordé, Josette. C'est sûr que si on transmet des choses matérielles, ça Oui. finit par ne plus intéresser personne. Alors, moi, je remets ma petite casquette, ma casquette d'ancienne directrice de crèche et de JE. Et je plaide pour que les questions matérielles, on ne les aborde pas, on les laisse à disposition des parents si c'est nécessaire. Et si dans la journée, il y a des choses qui sont atypiques, et en revanche, on s'intéresse vraiment au développement de l'enfant, aux intérêts des enfants, comme tu le disais si bien, Josette, et là où ils en sont dans leur développement et comment ils se comportent en collectivité, parce que c'est une partie que les parents Ah ouais. n'ont pas Mhm. et ça leur donnerait aussi beaucoup Mhm. d'indicateurs pour les accompagner à la maison. Mhm. Donc, Josette, on transmet quoi et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à transmettre aux parents? Alors c'est vrai que dans le quoi, tout ce qui est quantifiable, c'est tellement plus pratique, hein. Si on peut mettre combien de millilitres de lait il a ingurgité et combien de change on a fait et ça, bon, on va le trouver chez les bébés et c'est un cercle vicieux parce que plus on habitue les parents à leur donner du quantifiable, plus ils en demandent. Parce qu'en fin de compte, ils pensent que c'est comme ça que les transmissions se font et donc ils attendent à savoir, combien d'heures il a dormi, voilà, combien de cuillères de compote il a mangé. Donc, je pense que déjà chez les bébés, où c'est important d'avoir évidemment à expliquer aux parents ce qu'il a mangé et comment il a dormi dans la journée, on va pas se contenter de ça. On va déjà commencer à éduquer les parents à s'intéresser un peu à autre chose et que leur bébé n'est pas un simple tube digestif. Et qu'à la crèche, on fait déjà des choses intéressantes et que leur tout petit a des tas de choses à leur montrer. Moi, j'insiste énormément dans cette partie transmission sur le fait que si ce métier qui n'est pas du tout considéré, ce métier d'auxiliaire et même d'éducateur, pas tellement considéré par les parents, si au moment des transmissions, on explique aux parents ce qu'on a vu de leur enfant,
enfant, ce qu'on connaît de leur enfant, ce qu'on sait du développement d'un enfant et qu'on peut leur montrer des choses qu'eux n'ont pas vues, là, on prend du galon. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, le parent se rend compte que lui ne savait pas tout ça, qu'il n'avait pas bien compris qu'il se passait tous ces enjeux-là, que son enfant, on l'a vraiment vu à la crèche avec un œil de professionnel. Alors que si on se contente d'être dans le physiologique et dans le quantitatif, déjà qu'on considère souvent que dans ce métier-là, il suffit de changer les couches. Vous pensez bien que là, on donne du grain à moudre aux parents qui se disent, bah oui, c'est un métier où on change les couches, puisque de toute façon, c'est ça le soir qu'on nous raconte. On nous dit combien de fois on lui a changé la sienne. Voilà, donc il faut sortir de cette espèce de cercle vicieux pour reprendre un peu dans la profession le vrai rôle qu'on joue, c'est-à-dire un rôle d'observation d'un enfant en plein développement et de montrer justement tous ces progrès dans le développement à des parents qui, des fois, passent à côté parce que c'est pas, ils sont pas tous non plus hyper compétents pour voir tout ça. Et je pense que là, vraiment, c'est dans ces moments-là que la profession d'auxiliaire ou d'éducateur prend tout son sens. Donc, Josette, tu dis le quantifiable, c'est rassurant. Et comme dit Annie, ça fait un peu cahier de classe. Le qualifiable honore nos métiers et Oui, valorise notre profession. Et ça, c'est tellement important parce qu'on a besoin de changer le regard et sur l'enfant et sur nos professions et sur la mission des parents. Notre métier est un métier de la relation. oui. Alors, Josette, après avoir dit tout ça, on transmet comment? Alors, là aussi, c'est important parce qu'il va falloir que le parent sente qu'on a des choses à lui raconter sur cette journée qui vient de se passer. Je pense toujours à l'accueil du soir. C'est là où il y a plus matière à raconter les choses et que c'est ce moment-là est vraiment important. Donc, d'abord, justement, on va penser les choses hors Covid parce que d'habitude, c'est un moment qui est très important et on va prendre son temps. Le parent, normalement, est accueilli dans la salle de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'il voit en rentrant dans la salle de vie où en est le groupe et ce qui se passe. Et hier, une auxiliaire me disait, quand les parents rentraient avant dans la salle de vie, ce qui était vraiment formidable, on ne lâchait pas tout ce qu'on faisait pour aller tout de suite l'accueillir. On était peut-être en train de lire une histoire et du coup, on avait expliqué aux parents, on termine notre activité et après, je viens vers vous et on s'occupera des transmissions avec votre enfant. Donc, ça donne aux parents cette idée que le monde est déjà en route quand ils arrivent, que des choses sont en train de se faire, que les enfants ne sont pas comme ça dérangeables n'importe comment. Et lui, en même temps, pendant ce petit temps où on le fait attendre, eh bien, il regarde ce qui se passe. Et pour les parents, depuis l'adaptation, ça avait manqué un petit peu de savoir ce qui se passait quand on est dans la crèche. Et là, d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'en effet, il se passe des choses intéressantes, que là, il y a une activité lecture dans ce coin-là, mais à côté, il y a d'autres choses qui se passent et tout. Et c'est pas mal qu'ils voient un petit peu ce qui s'est passé. Et même, il se trouve des parents qui, ayant vu un peu les reliefs de ce qui s'est passé dans la journée, pose des questions en disant: «Ah, mais vous avez sorti tel matériel, c'est pour faire quoi?» ou alors, disant: «Bah, j'ai pas trop de questions à vous poser parce que je vois que vous avez fait plein de choses». Voilà, donc le parent, étant accepté comme ça à l'intérieur, peut voir vraiment le fonctionnement, en étant très, très rassuré. Donc ça, c'est important déjà qu'il rentre dans l'équipe. Ensuite, il va falloir ritualiser cet accueil. Alors là, c'est plus pour le parent, mais c'est pour l'enfant. Pour l'enfant, on doit absolument, habituer l'enfant à savoir qu'au moment des transmissions le soir, on se retrouve dans un même endroit avec justement un petit peu de temps pour le faire et souvent, on essaye d'éviter d'être debout devant un comptoir. Ça peut être on s'assoit dans un petit coin et là, on prend son temps. On a la journée. Alors, on n'est pas obligé non plus de lire ce qu'on a mis dans le cahier de transmission, mais enfin, ça peut être un pense-bête, hein, parce que quelquefois, justement, on n'est pas la personne qui a tout vu toute la journée. Mais faut qu'on se détache de l'outil et pour se détacher de l'outil, il faut se dire: «Voilà, j'ai 5 minutes, 10 minutes peut-être grand maximum pour raconter, 10 heures des fois de présence d'un enfant pendant la journée. Qu'est-ce qui va être essentiel? On va se débarrasser du côté pipi caca, tout ça, donc s'il n'y a pas grand-chose à dire, on passe vite dessus. On va aborder peut-être des situations un peu délicates. Alors les situations délicates en crèche, on les connaît, c'est il a été mordu ou il va mordre. Donc dans les 2 cas, c'est toujours embêtant de dire ça aux parents ou alors il est tombé, il s'est fait mal et tout. Imaginons l'enfant
qui a mordu. Bon, donc là, il va falloir quand même qu'on en parle parce que c'est la première fois que ça arrive et voilà, on a quand même été un peu étonnés. Mais on va pas évidemment rester là-dessus. Et on va très, très vite expliquer que c'est quelque chose d'assez fréquent, on va banaliser ça, on va le faire et on va chercher de toute façon, avant qu'on se sépare avec le parent, quelque chose de positif. Et là, il faut qu'on termine par quelque chose de vraiment très bon, un gros progrès qu'a fait l'enfant ou quelque chose de très sympathique. Là, on voyait dans le film, il y a un petit s'arrête de courir pour aller faire une petite caresse sur la tête de l'autre qu'il a un peu bousculé. Bon, des petites choses comme ça c'est intéressant. Puis en plus, ça montre que nos tout petits sont capables d'empathie et de choses vraiment sympathiques. Donc, on fait comme ça, on se prend le parent dans un endroit tranquille, on prend son temps, on se raconte les choses, et quand on parle de l'enfant à côté de l'enfant, on s'adresse à lui. On ne parle pas de l'enfant comme s'il n'était pas là. S'il est parti jouer pendant qu'on fait les transmissions, d'accord, mais s'il est là, c'est à lui que s'adressent les choses. Donc on essaye d'éviter de ce soit comme ça quelque chose qui soit au-dessus de sa tête et qui ne le concerne pas. Mais c'est important pour l'enfant aussi parce que l'enfant, faut pas imaginer non plus que c'est rien pour lui de se séparer le soir de sa référente, de son auxiliaire. C'est dur aussi pour lui et il y a certains enfants qui des fois ne veulent pas rentrer à la maison tout de suite, ont besoin d'un petit sas de décompression, parce que quitter la crèche pour rentrer à la maison, c'est aussi une rupture, une coupure dans la journée. Donc on va permettre la transmission permet justement de faire ça en douceur, de laisser à l'enfant la disponibilité dans sa tête, de se reconnecter aux parents pour recommencer le soir une nouvelle vie avec son parent et de quitter la crèche sereinement. Donc ça se fait vraiment avec beaucoup d'applications. Donc on ne fait pas ça sur un coin de comptoir, au milieu d'un brouhaha, en essayant justement d'aller au plus vite parce que, on est pressé puis qu'il y a des parents qui attendent. C'est toujours un peu difficile parce que souvent, dans certaines crèches, les parents arrivent toujours en même temps. Moi, je travaille beaucoup dans les crèches hospitalières, c'est très bien parce qu'ils sont très échelonnés les parents. Ils sont jamais aux mêmes heures. Alors que dans d'autres crèches plutôt, municipales et tout, il y a des tranches horaires un petit peu plus, étroites. Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de regrouper. Josette, c'est aussi Mmh. pour ça qu'on fait ce métier, parce que Mmh. pour nourrir ce langage commun entre parents et professionnels qui fait finalement, qui permet cette continuité d'attention, de soins et d'éducation de l'enfant pendant tout son parcours. On rêverait d'ailleurs qu'il y ait le moins de ruptures possibles entre Oui, la crèche et l'école maternelle. oui. Euh, je vois dans le chat des échanges extrêmement intéressants que j'essaye de suivre au fil de l'eau. Et ces échanges en particulier complètent nos propos. Il y a aussi les vidéos Dis-moi, alors on en a vu une tout à l'heure, mais il y a toute une série de 50 vidéos qu'on vous repartagera tout à l'heure avec le lien tout à l'heure qui permettent vraiment de fixer notre attention et nos observations sur ce que décrit Josette. Là, on me dit il y a des crèches en quartier prioritaire qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. Et dans ces crèches-là ou dans d'autres structures, hein, chez des assistantes maternelles également, il y a des familles qui ne parlent pas particulièrement bien le français et qui ont du mal parfois à comprendre les transmissions. Alors, je vois dans le chat qu'il y a pas mal de professionnels qui partagent des applis, des photos aussi sur des temps forts dans la journée. Est-ce que ça te semble un outil intéressant, Josette? Et donc, je te pose la prochaine question également sur les outils complémentaires non indispensables et les affichages pour soutenir les transmissions. Et oui, et ça, c'est vraiment le problème parce que qui dit transmission, dit langage, hein. On a du mal à imaginer qu'on puisse se transmettre de l'information sur la journée de l'enfant autrement qu'avec des mots. Donc évidemment, ça va limiter quand la personne en face va pas comprendre notre langue. Alors là aussi, c'est assez évidemment, délicat parce que, on voudrait juste qu'elle assiste aussi, à tout ce qui s'est passé pendant la journée, avec son enfant. Lui, on sait très bien qu'il a passé
très bonne journée, mais comment lui traduire cette journée de façon à ce qu'elle n'ait pas l'impression que bon, ben, on lui dit des choses un petit peu comme ça, faciles et sans beaucoup d'intérêt. Elle a certainement, elle aussi, beaucoup de questions à poser. Alors, c'est vrai que c'est là où les outils complémentaires peuvent avoir du sens. En effet, donc je l'ai vu pas mal chez les assistantes maternelles, par exemple, on fait un cahier de vie. Donc, on met des photos et on est beaucoup évidemment en relation avec les photos pour pouvoir montrer, par exemple. Alors ça, le cahier de vie ne se fait pas forcément tous les jours, mais dans le mois, on aura pris quelques photos de l'enfant dans certaines activités. Et là, puisque le langage n'est pas possible, on a le visuel et le visuel, c'est pas mal du tout. Alors attention à ce que j'ai vu des fois chez des assistantes maternelles qui prenaient l'habitude de prendre l'enfant en photo pendant la journée ou en petits films pour les envoyer aux parents régulièrement pendant la journée, comme ça pour montrer ce que l'enfant est en train de faire. Ça devient une addiction. Et si un jour vous n'avez pas fait de photo de l'enfant, le parent est absolument terrorisé le soir et pense qu'il s'était passé quelque chose de grave pour que vous n'ayez pas envoyé une photo dans la journée. Donc il ne faut pas que ce soit systématique. Il ne faut pas habituer le parent à avoir aussi un suivi de son enfant heure par heure, parce que c'est pas de ça qu'il est question non plus. L'enfant va vivre sa vie d'enfant aussi chez l'assistante maternelle ou en crèche. Le parent va un peu aussi prendre ses distances par rapport à ça. Le parent doit être sécurisé, rassuré, il sait que ça se passe bien, il a besoin d'avoir un petit peu de retour de temps en temps, mais il n'a pas besoin d'un hyper contrôle. Et ça, le parent qu'on va aider avec des images régulières peut tomber dans l'hyper-contrôle. Et d'un seul coup, c'est vous qui aurez créé ce besoin. Et après, vous allez être débordé par ce besoin parce que le parent va être très, très exigeant pour avoir des retours en permanence. Donc, les petits cahiers de vie, c'est pas mal du tout quand ça permet de faire des photos. Il y a aussi, évidemment, certains moments où ça se faisait dans le temps, hein, quand on n'avait évidemment pas de Covid et tout, on faisait des petites fêtes. Et des fois, il y avait des petites fêtes où les parents étaient invités avec chacun apportant quelque chose. Alors là, évidemment, hein, on en rêve, hein. C'était évidemment il y a très longtemps de ça. Mais c'est vrai que ça permettait à certains parents d'être invités dans la crèche et de voir un petit peu ce qui se passait et de mieux se représenter. Il n'y a rien de pire quand on n'est pas justement avec son enfant toute la journée, c'est que de se représenter des choses et de se tromper. Donc, il vaut mieux avoir vécu certaines choses et se dire, bon voilà, la crèche, je vois à quoi elle ressemble et tout. Là, visiblement, mon petit, il a l'air de bien jouer. Mais c'est toujours évidemment difficile de satisfaire un parent avec lequel on n'a pas évidemment toute la complexité du langage. Donc, il faut essayer avec d'autres. Alors, tu disais tout à l'heure aussi de l'affichage. Alors, attention, moi, je trouve que dans les crèches, c'est super affiché, hein. Quand on rentre dans une crèche, si vous voulez vraiment tout lire, vous en avez pour 1 heure. Parce que tout est affiché. Il y a des fois le menu de la semaine, il y a écrit des panneaux d'affichage sur la varicelle qui vient de démarrer chez l'un. On vous annonce une stagiaire qui va passer la semaine ici. Enfin, il y a tellement de choses à lire que on est un petit peu surstimulé et que la plupart du temps, personne ne lit. Donc, cette information-là, quand on veut en donner, il faut la faire, évidemment. Ça, c'est tous les gens qui ont fait des études pour la publicité, ils savent, hein. Ils savent qu'il ne faut pas mettre trop de texte sur un mur, personne ne le lit. Donc voilà, ça c'est toujours dans cette notion de transmission, savoir que transmettre quelque chose, c'est avoir le bon langage pour le faire et donner l'information nécessaire, mais juste nécessaire, ne pas noyer les choses, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, en causant beaucoup. Non, Josette, tu dis l'essentiel et Julie nous rappelle que on a besoin de se transmettre des informations de fond, des informations qui sont essentielles pour le développement de l'enfant. Par exemple, la problématique de l'invasion des écrans dans la vie quotidienne de l'enfant qui a été majorée, qui a d'ailleurs été majorée avec la crise. Mhm. Alors, on ne parle pas de distanciation sociale avec les écrans. Peut-être qu'on a quelque chose à inventer en la matière. Et Margot, elle nous dit qu'elle accueille des parents sourds qui communiquent uniquement par la langue des signes. Et parfois, ils utilisent une ardoise. Alors, c'est une ardoise Velleda où on peut écrire, dessiner ensemble pour se parler ce langage commun à un instant T. C'est aussi des choses très intéressantes. Alors, j'essaye de piocher dans le chat. J'écoute Josette et je vous lis en même temps pour essayer de ne pas manquer l'important, mais je sais que le chat est partagé.
donc je ne suis pas trop inquiète. Josette, se mettre d'accord en équipe sur les priorités, ça c'est vraiment fondamental pour se parler un langage commun. Il y a un projet pédagogique, les parents normalement le connaissent, hein, sont amenés à l'observer, à le respecter. Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur certaines questions dont tu vas nous parler? Et est-ce que le deuxième point, c'est est-ce qu'on accepte toutes les demandes des parents et y a-t-il des décisions collégiales? Ah ça, c'est, essentiel parce qu'en fin de compte, cette éducation de l'enfant par, des les adultes qui sont toujours à ses côtés pour pouvoir l'aider, doit être une éducation cohérente. C'est évident que s'il y a 5 adultes et que les 5 expriment des choses différentes, je pense que pédagogiquement, évidemment, c'est très, très mauvais pour l'enfant. Donc là, c'est vrai que les équipes ont plusieurs, rôles à jouer. En effet, quand on a choisi ce métier-là et qu'on est dans une équipe avec un groupe d'enfants, on a normalement fait un projet pédagogique et on a adhéré à ce projet. Alors c'est vrai que j'en ai lu beaucoup des projets pédagogiques qui quelquefois sont un petit peu avec des grandes idées très générales et pas très, très abouties. Mais si on s'est donné vraiment du mal pour écrire ce projet et qu'on a mis les grandes lignes dedans, on va essayer de s'y tenir en permanence. Et là, je suis toujours étonnée de voir qu'on a oublié souvent qu'on a un projet pédagogique. Et bon, encore une fois, pas plus tard qu'hier, justement, quand je disais, mais quand un parent vous demande de faire quelque chose et que justement dans votre projet pédagogique, c'est quelque chose que vous aviez discuté comme étant justement quelque chose que vous ne vouliez pas faire ou autre, c'est le moment de sortir le projet pédagogique et de dire aux parents, vous vous rappelez que dans la crèche, on vous a dit qu'on avait mis au point certaines priorités et nous, on s'y tient, c'est pas vous qui pouvez nous dire comment faire. Et là, dans cette crèche-là, pourtant, je la connais bien, on m'a dit: «Ah bah oui, mais le projet pédagogique, les parents ne le lisent pas et ils ne le signent pas». Et ça leur a donné une idée. Ils se sont dit: «Mais en effet, si on faisait signer le projet pédagogique dès l'inscription de l'enfant en crèche, on aurait ce projet toujours sous la main au cas où on aurait justement des difficultés avec certains parents». Et donc c'est pas systématique. Moi, je le croyais, hein, je pensais que tous les crèches avaient, montré aux parents le projet pédagogique et que les parents savaient ça. Donc ça veut dire, si c'est pas fait dans certaines crèches, dépêchez-vous de ressortir ce projet pédagogique et je dirais pas qu'il faut se cacher derrière, mais il faut s'appuyer dessus. Il faut s'appuyer dessus parce que, certains parents, surtout en crèche, estiment que votre profession étant vraiment une profession une profession sans beaucoup de compétences, c'est eux qui vont vous expliquer comment, agir avec les enfants et vont vous donner des directives même. Et cette position-là, moi, que je rencontre assez souvent, me gêne beaucoup parce que je me dis, c'est un peu des fois la situation qui fait que les parents oublient qu'ils sont avec des professionnels, parce que ce mot professionnel, ils l'ont un petit peu oublié. Et donc, quand ils vont se retrouver à l'école maternelle, si d'un seul coup ils rentraient dans la classe en expliquant à l'institutrice que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire la classe, je pense qu'il se ferait recevoir et que là, on lui expliquerait que c'est pas à lui de venir donner des conseils. Mais en crèche, certains parents, hein, se le permettent. Donc je pense qu'il faut reprendre là un petit peu du poil de la bête et se dire, «Bon, j'ai un projet pédagogique parce que justement moi, l'éducation de ces enfants, on l'a pensé, on l'a réfléchi et tout ce qu'on fait, c'est vraiment parce on veut apporter à l'enfant, quelque chose de constructif pour son développement et en tant que parent, je dois, leur expli aux parents, je dois leur expliquer évidemment à quoi ça sert. Donc ça, c'est important d'avoir toujours cette idée que, le parent ne doit pas nous donner des ordres et nous demander de faire certaines choses. Et évidemment, si on est aussi confronté à des parents qui veulent absolument certaines choses, alors toujours la question qu'on va avoir souvent, c'est pour la sieste. Les parents veulent absolument pas qu'on couche l'enfant trop tard le soir parce que après il va faire la java à la maison. Donc, quand, il a dormi beaucoup à la sieste, à la crèche, les parents demandent qu'on réveille l'enfant pour ne pas le laisser dormir trop longtemps, pour pas qu'après bon, ça, on a l'impression que le parent, lui, va décider de ce qui est bon pour lui et où est le bien de l'enfant là-dedans et tout. Là,
il y a des réponses et des réponses que les professionnels peuvent avoir. Et elles savent très bien ce qui est bon et pas bon pour l'enfant. Et là, dans ces cas-là, soit on ressort le projet pédagogique, et on dit, ben voilà, nous, notre ligne de conduite, c'est que quand un enfant dort, on le laisse dormir. Si vous l'avez écrit, vous vous en tenez. Peut-être que l'équipe a décidé que l'enfant, on pouvait des fois ne pas le laisser trop dormir. Ça peut exister et il y a des raisons physiologiques à ça aussi. Donc, il se peut aussi que ce soit, bon, ben, on a lu des tas de choses sur le sommeil et on sait par exemple que passé 16 heures, un enfant, quand il dort encore, c'est assez néfaste pour son sommeil de nuit. Donc, on pourrait le réveiller à ces heures-là. Mais il faut argumenter et argumenter avec vraiment des données scientifiques, avec des raisons. Et pas simplement dire, bon, ça vous arrange ce soir parce que vous avez envie de vous coucher tôt, ou nous, bon, bah, on va le faire parce que vous nous le demandez. À chaque fois qu'on va décider quelque chose, on le décidera dans l'équipe parce que justement, on est d'accord entre nous pour telle et telle raison. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette idée-là. Josette, je regarde en même temps évidemment Mhm. les chats et si je résume, il y a besoin de temps pour actualiser le projet pédagogique et le projet social, aussi parce qu'on est dans un temps atypique avec une pandémie et qui a bouleversé nos repères. Simplement, on le voit bien hein, avec les gestionnaires, on, on doit demander du temps à tous les gestionnaires. C'est clair qu'on a besoin de temps pour actualiser le projet pédagogique et on a besoin de suffisamment de personnes dans les structures pendant les temps de transmission, c'est-à-dire le matin et le soir ou quand il y a des structures à horaires atypiques à des moments différents de la journée. Et finalement, les transmissions, elles peuvent intervenir aussi à tout moment, parce qu'il y a des enfants qui sont là en mode d'accueil occasionnel. Ouais. Donc, on peut peut-être lancer un message aussi au ministère pour redire les besoins qu'on a exprimés et que j'ai écrits en particulier dans le rapport des 1000 jours, d'avoir suffisamment de personnel dans les structures d'accueil et suffisamment de temps pour actualiser nos connaissances et les données du projet pédagogique. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et pour autant, on a quand même encore quelques sujets. En particulier, tu disais transmettre oralement, c'est pas toujours limpide pour les parents. Le ton est important. Il y a des erreurs à éviter quand on transmet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ben, c'est vrai que ça revient à ce que tu disais tout de suite, là, quand on est en nombre et que quelqu'un peut être détaché pour faire les transmissions, il est tranquille, il a que ça à faire à ce moment-là et donc là, il va pouvoir être disponible. Par contre, si la personne qui va aller aux transmissions, elle est seule le soir, parce que ça arrive aussi très souvent, donc pendant qu'elle transmet, il y a les autres enfants qui sont là dont il faut avoir un œil dessus et tout, c'est pas les meilleures conditions pour pouvoir être disponible, en effet. Donc, ça aussi, ça joue, hein. Donc, imaginons la transmission parfaite où on a que ça à faire et les collègues assurent le reste en s'occupant des enfants. Donc, en effet, il faut avoir aussi l'envie de transmettre, montrer que on s'est intéressé à l'enfant et tout. C'est peut-être du théâtre, mais il faut avoir quand même, l'envie de montrer que, cet enfant en particulier, et tous les autres aussi, nous a beaucoup intéressés, qu'on est vraiment, passionnés par tout ce qu'il fait. Si vraiment vous avez des soucis à ce moment-là, si vous êtes aussi en train de vous dire: «Ce parent est arrivé en retard, bon, et là il me prend du temps», ça va se voir sur votre tête, ça va se voir au ton que vous allez donner pour pouvoir, dire tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que c'est un gros effort et ça, on n'est pas tous les jours au top, on n'est pas tous les jours, avec, de l'engouement pour, dire les choses. Alors, moi des fois j'écoute un peu les transmissions et je sens qu'il y a toujours un ton de voix enjoué, des fois qui est un peu surfait. «Oh mais il a vraiment bien joué aujourd'hui. Oh bah alors là vraiment» et donc
on se dit que là, il faut se mettre un petit peu dans l'ambiance, mais vaut mieux ça que évidemment montrer un peu qu'on est là et qu'on voudrait bien que ça se termine. Donc ça fait partie des choses importantes. Comme je disais tout à l'heure, l'ordre des informations, on va commencer par quelque chose et finir par quelque chose. On commence par du banal, on met le négatif s'il y en a eu au milieu et on termine par un coup de trompette positif à la fin. Il faut que le parent il reparte boosté. Alors, justement, à chaque fois, ce qu'on appelle négatif, il ne faut pas que ce soit du négatif punitif du genre scolaire. C'est-à-dire que le soir, le parent, qui va des fois vous poser la question absolument rituelle, est-ce qu'il a été sage? Ça, vraiment la question qui montre que le parent est complètement dans une situation scolaire et il pense que l'enfant, pendant la journée, doit obéir à l'adulte et faire vraiment plaisir à ses parents. Donc là, d'abord, cette question-là, évidemment, n'a pas de sens et on lui dira que l'enfant n'a pas à être sage ou pas sage. Il est un enfant et il fera ce que chaque enfant fait. Et que là, dans ce qu'il a fait, il y a des choses qui ne sont pas non plus à juger avec des jugements de valeur en bien et en mal. La vie d'un enfant de 3 ans n'est pas justement dans un ordre moral entre le bien et le mal. Si l'enfant a mordu un copain, parce que c'est comme ça qu'on va dire, alors que évidemment s'il l'a mordu, c'est que c'était pas son copain, mais on va se dire que bon, cette situation-là, si j'en parle aux parents pourquoi? Pour lui dire simplement que, il n'a pas été sage et que c'est vilain et que le parent là, du coup, va se retrouver dans la situation du parent d'élève qui va se dire: «Si l'enseignant me dit que mon enfant n'a pas été bien, je vais évidemment lui ramener évidemment une belle dispute ce soir». Donc là, le parent va déjà commencer à regarder son enfant avec un air courroucé, lui expliquant que c'est pas bien du tout ce qu'il a fait et tout, sachant que l'enfant, il avait mordu le matin à 7 heures et que là, on était, à 18 heures en train de parler d'un truc que l'enfant avait évidemment oublié depuis longtemps. Donc, ne cherchons pas non plus à raconter des choses systématiquement aux parents pour le mettre dans la posture où on va lui demander d'être un parent autoritaire. Si on n'a pas envie de ça et qu'il n'y ait absolument aucune conséquence au fait qu'il est mordu, c'est pas la peine de le raconter aux parents. Cette information-là, je dirais qu'elle n'a aucun intérêt sauf celui de mettre le parent dans une attitude d'autorité qu'on va lui déléguer tout de suite. Donc, si on n'a pas envie de ça, on n'en parle pas. Par contre, l'enfant qui a été mordu, lui va rentrer le soir avec évidemment un hématome. Donc là, on parlera. Mais évidemment, là aussi, on en profitera pour faire une petite leçon aux parents en expliquant ce que c'est que les émotions chez les enfants de moins de 3 ans, qui ont justement beaucoup de mal à gérer le stress, que dans une crèche où il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de stress, il y a des enfants qui se mettent des fois à avoir peur de quelque chose et qui réagissent en mordant. Mais bon, on a beaucoup consolé l'enfant. Voilà, il y a plein de façons de raconter cette journée en y mettant vraiment de l'intérêt, mais surtout en guide, en cherchant aussi à expliquer aux parents un petit peu ce qui se passe dans la tête des tout petits, parce que très très souvent, on est trop dans cette confrontation un peu maître à élève. Exactement. Josette, je vois Aurélie qui est en échange avec Isabelle. Et Aurélie dit, dans mon métier d'assistant maternel, je dessine, j'écris un projet d'accueil et les parents me choisissent parce que j'ai développé ce projet d'accueil. Bien, Donc c'est, ça c'est une bonne idée. ça réduit l'ambiguïté entre le positionnement du parent donneur d'ordre puisqu'il y a une relation Là, contractuelle. c'est plus difficile aussi, hein. Ouais, Ah, c'est compliqué parce que quand on est assistant maternel, on signe un contrat avec les parents, mais oui, en même temps, les parents choisissent peut-être une assistante maternelle parce qu'elle est du pour les côté. raisons, voilà, ça c'est bien d'avoir Exactement. mis ça en avant. Voilà, c'est très intéressant. Je voudrais rebondir aussi sur le message de Lucie. Oui, bien sûr, on l'interpelle chaque semaine et si on le faisait ensemble, ce serait encore mieux, avec grand plaisir. Et puis, on va conclure, Josette, si tu veux bien. Tu as quand même beaucoup parlé du cahier de transmission. Si ça te convient, on va passer. Oui, alors si vous voulez nous soutenir, on fait beaucoup d'actions gratuites. Devenez membre, vraiment avec très grand plaisir. On vous accueille très volontiers. On a notre assemblée générale cette semaine. Et puis, on a un petit sondage qu'a préparé Marion pour vous. Alors, on vous repassera tout à l'heure le site Enfance et Covid parce que dans cette période,
particulière, on met à jour des ressources sur l'impact du Covid dans notre vie quotidienne en tant que professionnel de la petite enfance. N'hésitez pas à aller sur le site enfancesetcovid.org. Et là, c'est Marion qui vous passe, voilà, super. C'est Marion qui vous passe ce sondage et on vous laisse 3 minutes pour y répondre. C'est un sondage en ligne avant que Josette nous partage sa conclusion. Et voilà, donc on vous laisse 3 minutes. Merci à vous d'y répondre parce que ça nous aide à mieux vous connaître et à affiner toutes nos actions que l'on partage gratuitement avec la communauté éducative. Et Yolanda qui nous propose une biblio. Ben oui, Yolanda, vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux, peut-être rebondir sur le travail que fait Lucille sur les réseaux. Voilà, donc on va passer sur les derniers temps de nos échanges avec des sites ressources. Vous avez vu Enfance et Covid, eduensemble.org, les médias sociaux. Et je passe la parole pour 1 minute à Josette en vous remerciant vraiment chacun de vos échanges très constructifs. On est heureux de passer du temps avec vous et on va poursuivre avec les 30 minutes des EAJE, le 3e mardi de chaque mois et le 1er mardi de chaque mois. À toi, Josette. Pour conclure et surtout vous féliciter de tout ce travail que vous faites auprès des enfants, sachant que c'est de la coéducation et que qui dit coéducation dit que vraiment à côté des parents, on est vraiment des partenaires qui doivent se souder et non pas se contrôler les uns les autres ou essayer de voir ce qui se passe et de donner des ordres d'un côté ou de l'autre. Donc la confiance doit être évidemment au départ. C'est vrai que lors de ces transmissions, c'est là où va vraiment apparaître toute l'importance de ce lien qu'on a créé dès le départ. Et notre tout petit, il a besoin de voir que toutes les personnes qui vont s'occuper de lui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est qu'il se développe bien et que tous ses besoins soient satisfaits. Donc, on oublie un petit peu ces petites querelles des fois parce que on a ses têtes, hein, aussi bien quand on est professionnel que parent. Mais dans ces moments-là, les transmissions doivent vraiment être faites pour que l'enfant sente qu'il y a une harmonie entre tout le monde, que votre métier soit reconnu. Ça, c'est vraiment important pour moi de montrer pendant les transmissions que vous avez des compétences, des connaissances et que vous en faites état aux parents à chaque fois que vous pouvez. Quelquefois même, il faut leur expliquer certaines petites choses. Alors, ils sont à l'écoute quand ce sont des conseils des fois sur comment allaiter, comment changer un enfant, mais tout le développement de l'enfant que vous connaissez bien, n'hésitez pas à raconter justement dans les transmissions du soir des petits comportements que l'enfant aura eu et qui sont, comme on a vu dans le film, des signaux de quelque chose d'hyper important dans leur développement. Donc, ces moments-là sont importants. Il faut absolument prendre son temps pour le faire et considérer que c'est absolument essentiel pour le tout petit. Merci beaucoup, Josette. Merci à chacun de vos participations précieuses et on se retrouve à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Josette. Merci beaucoup.